Je dois donc remercier Vincent Bontemps, philosophe des sciences et des techniques, directeur de recherche au CEA, coordinateur du master MTI à l'INSTN, directeur de la collection L'Âge d'Or aux Belles Lettres, spécialiste de Gaston Bachelard et Gilbert Simondon. Il a écrit et dirigé plusieurs ouvrages consacrés à ces philosophes, ainsi que Les idées noires de la physique, dont j'ai vu une pile tout à fait flatteuse au musée Soulages de Rodez, puisque le noir, Il est à l'honneur. le, le noir est évidemment à l'honneur à cet endroit. Ce livre a été écrit en collaboration avec Roland Lehoucq et il publie prochainement au nom de l'innovation, finalité et modalité de la recherche au XXIe siècle. Donc, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Je te remercie, François. Rallumez vos micros si vous avez une question à poser. Je pense que ça peut, à certains moments, s'imposer. Donc, j'avais fait un préambule et ça tombait bien parce que le préambule s'arrêtait au moment de la thèse complémentaire du mode d'existence des objets techniques, soutenue en 1958. Et c'est de ça dont on va repartir. Alors, dès l'introduction de cet ouvrage, Gilbert Simondon indique une ambition qui est d'une réhabilitation culturelle de l'objet technique. Je cite, « La prise de conscience des modes d'existence des objets techniques doit être effectuée par la pensée philosophique qui se trouve avoir à remplir dans cette œuvre un devoir analogue à celui qu'elle a joué pour l'abolition de l'esclavage et l'affirmation de la valeur de la personne humaine. » Rien que ça. Et de fait, c'est bien une considération, une orientation éthique et quelque chose qui est assez paradoxal au vu des pratiques générales de l'éthique des techniques et de ce que on peut appeler maintenant l'éthique de l'innovation que nous propose Simondon, puisque ce n'est pas faire le bien avec les techniques, ni est-ce que les techniques nous font du mal, encore que c'est une partie du problème, mais c'est bien qu'est-ce que nous faisons aux objets techniques. Et la thèse principale est que si la société souffre d'un désajustement et d'aliénation, dans son désajustement dans son rapport entre la culture et la technique, la cause directe n'en est pas la machine et le progrès technique en tant que tel, mais bien notre méconnaissance de ce domaine-là et notre inculture technologique. Par conséquent, Simondon se propose de fournir un ensemble de concepts dûment étayés sur un grand nombre d'exemples. On s'attardera sur l'un d'entre eux, qui sont loin d'être triviaux et qui rendent l'accès de son travail, on va dire, assez exigeant. Ce qui caractérise du mode d'existence des objets techniques, qui sera édité dès l'année de sa soutenance, c'est qu'il y aura une réception tout à fait laudatrice, mais à chaque fois embarrassée, les techniciens pouvant se sentir dépassés ou ne sachant pas forcément comment mettre en œuvre les considérations philosophiques qui sont intégrées dans l'ouvrage, et les philosophes étant tout bonnement incapables de comprendre, on va dire, autrement que sur parole, les démonstrations dans ces aspects les plus techniques. C'était quelque chose qui était souligné dans les éditions précédentes par la préface de John Hart. Le fait est que cette réhabilitation de l'objet technique va se faire dans cet ouvrage en 3 temps. Il y a une étude qu'on peut dire mécanologique, appuyée sur une méthode que je vais détailler ensuite, qu'on peut qualifier de génétique, inspirée notamment des travaux de Leroy-Gourhan.
et qui occupe la première partie. Une deuxième partie qui étudie dans une perspective historique et en se réclamant d'un esprit qui est celui de l'encyclopédisme, l'examen de l'évolution des relations de l'homme à la machine. Et puis, dans une troisième partie, une réinsertion, on va dire, de ce qu'il appelle la phase technique, une des dimensions, si on veut, de la culture, dans un système des phases de la culture. Et la finalité de cela avait déjà une résonance avec une compréhension des conséquences de l'insertion de la machine à l'intérieur du monde pour la destinée de l'espèce humaine et des vivants en général, plus que à la fin de l'introduction. Nous trouvions cette apologie de la machine. La machine, œuvre d'organisation, d'information, est, comme la vie et avec la vie, ce qui s'oppose au désordre, au nivellement de toute chose tendant à priver l'univers de pouvoir de changement. La machine est ce par quoi l'homme s'oppose à la mort de l'univers, elle ralentit, comme la vie, la dégradation de l'énergie et devient stabilisatrice du monde. Et c'était inséré dans un constat porté sur l'évolution technique qui ne méconnaissait pas pour autant les dommages engendrés par la phase du progrès thermodynamique en particulier, et donc ni la pollution, ni la mise au service de la puissance, y compris militaire, du développement technique. Il y a donc quelque chose où on doit noter immédiatement le paradoxe, mais s'attendre à voir Simondon, en être conscient et nous offrir des moyens de le résoudre. C'est la machine, l'individu technique. Je vais définir dans quelques temps les concepts principaux de la première partie. L'individu technique fonctionne en cohérence, en accord avec un milieu associé. C'est la notion qui nous servira de fil conducteur. Un objet technique ne peut être pensé sans ces conditions de fonctionnement. Or, si il existe un type de causalité circulaire entre la machine qui tend à produire le milieu associé qui lui permet de fonctionner et une possibilité ainsi de récurrence, et que dans ce cadre-là, on peut penser que la machine soit stabilisatrice. Il n'en demeure pas moins que le constat que c'est le fonctionnement agrégé de toutes les machines qui déstabilise l'homéostasie, pour reprendre une notion que Simondon reprend à la cybernétique, il la reprenait elle-même à la biologie, l'homéostasie du système global dans lequel, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, pour néanmoins pousser un petit peu la contradiction, je vais maintenant vous présenter très rapidement les principaux concepts qui nous sont fournis au début du mode d'existence des objets techniques et vous montrer qu'il y a bien un moment où on se pose la question de précisément savoir comment on peut prendre en compte cette destination de la machine à stabiliser et à être l'allié du vivant si dans ces conditions de fonctionnement ne sont pas déjà intégrées des questions relatives au respect précisément des équilibres naturels. Donc, Simondon propose d'abord des concepts qui permettent de distinguer des niveaux dans l'organisation de la technicité des objets. Il y a ce niveau que j'ai déjà évoqué qui est celui de l'individu technique, dont une machine comme un moteur peut donner un des exemples, mais on peut bien évidemment transposer ça à bien d'autres systèmes techniques. C'est le niveau d'organisation où une machine opère une opération, réalise une opération interne justement en accord avec un milieu associé donné.
Au-dessus de de ce niveau d'organisation, il y a ce que Simondon a... Oui, il y a n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a ce que Simondon appelle les ensembles techniques. Les ensembles techniques réalisent aussi des opérations techniques, mais sur le principe justement d'une séparation et d'une coordination de différents milieux associés. Les deux concepts que Simondon vient déjà d'introduire ont une grande capacité transhistorique. On peut trouver des ensembles techniques, y compris dans des stades artisanaux de fonctionnement de la société humaine. Une forge présente des caractéristiques d'ensemble technique avec une séparation entre le milieu associé extrêmement chaud du four et le milieu relativement froid et aqueux de la trempe, et ainsi de suite. Et on voit bien que ces milieux ne peuvent pas être mêlés, qui doivent être séparés et coordonnés dans le déroulement de la chaîne opératoire qui permet, à travers l'ensemble, de réaliser une opération technique. Mais ce serait vrai de l'usine, ce serait vrai du laboratoire, et donc il y a cette transhistoricité qui est assumée par les concepts de Simondon. En dessous du niveau des individus, il y a les éléments. Les éléments techniques ont cette caractéristique précisément de pouvoir être insérés et détachés d'individus pour être insérés dans des fonctionnements qui sont liés à différents types de milieux. Et donc, ils possèdent une relative indifférence au milieu dans lequel ils vont être insérés. Je dis bien relatif car il y a bien évidemment des possibilités d'adaptation. Et à travers ces trois niveaux, on a l'ensemble de ce qui est les objets techniques, mais la technique, bien évidemment, la technicité ne se limite pas à ça. Il nous faudra considérer, avec Simondon, un niveau supra-objectal qui serait les réseaux techniques, qui ne sont décidément pas plus des objets, pas de l'ordre de l'objet, mais qui sont bien des organisations techniques, et un niveau infra-objectal qui peut être figuré par des matières, des matériaux ouvrés, artificialisés, ne serait-ce que par exemple le terrain agricole est déjà un matériau qui est travaillé de ce type. La méthode de Simondon ensuite consiste à réussir à identifier des schèmes techniques qui permettent de réaliser des filiations typiquement entre les objets qui sont les individus techniques. Et cette méthode, affirmée dès la première page de la première partie, on peut la qualifier de génétique dans la mesure où s'il n'y avait qu'un seul principe à retenir de la mécanologie génétique de Simondon, ce serait le suivant, c'est il faut accomplir une rupture avec le sens commun en ne jugeant plus les objets par leur fonction d'un point de vue utilitaire, dans la mesure où cette fonction qui est typique du sens commun au sens où tous les objets portent en général le nom de leur fonction. On appelle moteur quelque chose qui met en mouvement, d'accord? Et même dans des classifications professionnelles, il peut avoir une analyse fonctionnaliste qui s'en tient là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise pour obtenir quel service, voilà. Mais où cette caractérisation finalement est seconde, c'est-à-dire qu'elle dérive précisément du service que rend à l'individu humain ou tout autre, mais en tout cas à une réalité extérieure, l'objet technique. Non, si l'objet technique doit être compris dans son identité réelle, c'est par rapport à son fonctionnement. Et donc, il y a ici la nécessité de caractériser justement quel est le principe de fonctionnement de l'opération qui est réalisée par l'objet technique, par l'individu technique. Et c'est là où interviendra l'idée d'un schème technique. L'individu réalise un schème technique qui est précisément quelque chose qui ne se réduit pas au schéma structurel d'un objet donné, mais qui est bien le principe de la mise en œuvre la mise en œuvre du principe de fonctionnement comme opération efficace.
Et ce qui est, à ce moment-là, ce qui se noue, c'est une relation avec un évolutionnisme, dans la mesure où, à la fois, le schème technique, c'est ça qui va nous permettre d'identifier telle ou telle lignée d'objets techniques, et c'est en considérant la série successive des générations d'individus qui appartiennent à cette lignée qu'on va avoir une compréhension plus nette du schème. Dans un premier sens, le schème est une invention, c'est quelque chose par laquelle l'esprit humain a été capable de trouver la façon de faire exister cette opération, et à travers la considération de lignées techniques, on va pouvoir en suivre l'évolution de ce schème technique vers, il y a quelque chose qui est d'un ordre presque de la finalité, c'est-à-dire il peut y avoir le sentiment qu'on réalise une essence technique qui aura un point final d'évolution, c'est-à-dire les lignées techniques ne sont pas infinies. Il y a un début, l'invention, et il peut y avoir une fin. D'accord ? Un objet technique qui réalise totalement l'essence technique possible dans les conditions physiques, les lois physiques qui sont celles de notre monde. Alors, du coup, on a un principe de classification qui est différent de la classification en genre, classe, espèce que pouvait avoir la classification fonctionnaliste. On a une classification où le moteur à explosion, le moteur électrique ou le moteur mécanique, en dépit du nom commun, celui de moteur, et du fait qu'ils rendent le même service, n'ont aucune parenté technologique. Le moteur mécanique est bien plus proche d'une arbalète. Alors, j'en donne encore 2-3 précisions parce que c'est tout de même le nœud de l'affaire que cette capacité qu'a la première partie du mode d'existence d'objets techniques de nous faire saisir une allure du progrès technique. Il y a une observation réalisée par de très nombreux historiens des techniques sur une alternance de phases de progrès mineurs et continus, puis des scansions, des sauts, et l'apparition d'une forme différente, d'une réinvention de l'objet qui est un progrès, cette fois-ci, discontinu et majeur. Et Simondon hérite de cette compréhension et nous offre des moyens de la rationaliser. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce sont des considérations qui tiennent à la fois au fait que dans les progrès qu'on accomplit sur les objets techniques, eh bien, il y a d'abord des considérations d'amélioration, on va dire pièce par pièce, fonction par fonction à l'intérieur du dispositif, puis l'arrivée d'une saturation d'un certain plan d'organisation où on ne peut plus améliorer le fonctionnement, disons, dans un sens sans le dégrader dans un autre, et donc la nécessité d'une réinvention qui, par reconfiguration de l'attribution des fonctions aux pièces qui sont impliquées, par convergence très souvent, mais ça peut être aussi par dissociation, permet une autre réorganisation plus synergique qui, à son tour, sera prise dans un jeu d'amélioration continue jusqu'à une nouvelle phase de saturation. Voilà. Et un deuxième facteur qui est que à partir du moment où on arrive au stade industriel, nous avons la production d'objets en série et dont la technicité dépend bien évidemment de cette organisation interne de l'objet, mais aussi de la technicité des pièces qu'il compose. Et de ce fait, il y a un déphasage de la technicité entre le niveau de ces pièces, de ces composants éventuellement miniaturisés et qui ne peuvent être produits que par des ensembles techniques, des usines ou des laboratoires qui sont aussi à une autre échelle. Donc, quand on veut accomplir un progrès équivalent à cette reconfiguration de l'objet, il faut en fait créer les individus techniques qui, dans les ensembles, vont permettre de créer les micro-composants ou en tout cas les éléments techniques d'une nouvelle génération qui, eux, vont permettre la formation d'un nouvel individu. Vous avez compris le principe, mais ces deux phénomènes se conjuguant, ça produit ce qu'il appelle la loi de relaxation,
qui explique le prolongement dans la phase industrielle et la phase maintenant post-industrielle au sens scientifique du progrès technique. Je m'arrête maintenant, je fais retour sur le concept qui est central pour définir ce que c'est qu'un individu technique. C'est le fait qu'il soit associé à un milieu. Et donc, c'est page 64, l'objet technique est au point de rencontre de deux milieux et il doit être intégré aux deux milieux à la fois. Toutefois, comme ces deux milieux sont deux mondes qui ne font pas partie du même système et ne sont pas nécessairement compatibles de manière complète, l'objet technique est déterminé d'une certaine manière par le choix humain qui essaye de réaliser le mieux possible un compromis entre ces deux mondes. Alors, les deux mondes dont il s'agit, c'est le double rapport qu'entretient l'objet technique, d'une part avec le milieu géographique. On pourrait élargir et parler de milieu cosmique, puisque nous avons des individus techniques qui sont en dehors de la planète terrestre, Terre, et d'autre part avec le milieu technique, et c'est-à-dire l'ensemble des autres dispositifs techniques déjà insérés. Et donc, le milieu associé va être à la fois prélevé sur le milieu, sur l'environnement, pour faire simple, et en même temps être le résultat d'une coordination qui artificialise les conditions d'existence de l'objet. Vous prenez un moteur, toujours le moteur à combustion interne, il ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de comburant, s'il n'est pas dans l'atmosphère. Vous le laissez tourner dans une pièce fermée, au bout d'un moment, il va s'asphyxier lui-même. Donc, en fait, il a besoin d'un renouvellement. Par ailleurs, il va chauffer, donc il a besoin d'un refroidissement. Si le milieu naturel ne lui produit pas une source froide suffisamment efficace, il va y avoir un moment donné où il va devenir autodestructif aussi dans son fonctionnement. Ou alors, il va falloir lui adjoindre un refroidissement artificiel. Donc, on saisit bien la logique de la démonstration. Et du coup, il y a il y a deux tendances majeures de l'évolution technique. Une tendance que Simondon appelle la concrétisation, c'est la tendance qui mène d'un premier objet inventé qui est encore abstrait dans son organisation fonctionnelle et où chaque pièce doit rendre une fonction, mais on n'a pas encore anticipé le fait qu'elles fonctionnent toutes ensemble, ni forcément anticiper toutes ses relations avec son milieu associé. Et puis, après des ajustements et des réinventions, des objets de plus en plus concrets. Et quand un objet est concret, eh bien, il va avoir deux caractéristiques. Il va être très fortement autocorrélé, c'est-à-dire synergique et cohérent avec lui-même dans ses conditions de fonctionnement. Et il devrait être aussi très fortement autorégulateur au sens où il a créé cette récurrence forte avec son milieu associé. Donc, cette tendance-là, elle va vers la production d'objets techniques qui ont une indépendance vis-à-vis de l'environnement, mais sous la condition d'avoir été capable en fait de générer leur milieu associé comme leurs propres conditions de fonctionnement de façon extrêmement efficace. Et puis, il y a un deuxième courant d'évolution, un courant, on va dire, d'adaptation qui conduit à l'hypertélie, la surfinalisation, c'est-à-dire quand l'objet technique prend en considération un certain nombre des déterminations du milieu qu'il doit rencontrer, et j'ajoute aussi quand il est surfinalisé par une certaine fonction. Donc, une certaine fonction dans un certain milieu donne des objets extrêmement performants, mais ils vont perdre une caractéristique dont Simondon n'a pas le mot, mais le concept qui est, c'est la généricité, c'est-à-dire la capacité d'un objet à pouvoir remplir différentes fonctions, à pouvoir aussi engendrer de nouvelles formes. Et donc, les voies d'adaptation vers l'hypertélie semblent être, on va dire, des impasses relativement à la perspective globale du progrès. Et c'est là que se noue mon interrogation, disons, fondamentale. Mon interrogation fondamentale, c'est si on n'en reste que à ce constat-là, nous avons une difficulté particulière à penser comment
une caractérisation du progrès technique qui finalement écarte un certain nombre d'adaptations vis-à-vis du milieu pourra finalement se concilier avec une ambition qui est que la destination de la machine est finalement d'être notre allié pour survivre dans le monde. S'il y a clôture de la notion de milieu associé, alors nous sommes quand même face à une difficulté conceptuelle qui pourrait justifier d'ailleurs toute une série d'évaluations du travail de Simondon en faisant simplement finalement un intellectuel qui aurait été l'idéologue des 30 Glorieuses. Voilà, un truc comme ça. Je caricature parce que je n'ai pas encore entendu ce type de critique de Simondon, mais ça pourrait venir. Les techno-critiques étant abondantes, et Simondon étant quelqu'un qui n'est pas un technolâtre, mais très clairement quelqu'un qui pense que nous ne faisons pas assez, nous ne respectons pas assez les machines, il n'est pas du côté technocritique, d'accord? Et on voit néanmoins dès le début, c'est-à-dire à la page suivante, page 65, que Simondon précise la nécessité de l'adaptation non à un milieu défini à titre exclusif, mais à la fonction de mise en relation de deux milieux, l'un et l'autre en évolution, limite l'adaptation et la précise dans le sens de l'autonomie et de la concrétisation. Là est le véritable progrès technique. Et donc, il le dit dès le début, le véritable progrès technique, c'est quand on a créé un objet en fonction de contraintes non pas statiques, d'un univers naturel statique et d'un univers technique statique, mais quand on a pris bien en compte que l'évolution des deux, nous voulons qu'elle demeure cohérente et qu'elle aille vers une certaine finalité. Donc, c'est dit de façon extrêmement conceptuelle et abstraite, mais ça est là. Ce qui va nous aider à préciser ça, c'est l'exemple qui est pris. Le paradigme de l'invention à la page suivante, c'est la turbine Guimbal, du nom de l'ingénieur Jean Guimbal, qui a déposé des brevets dans ces années-là, je crois que c'est en 55, pour des turbines qui semblent à Simondon une invention particulièrement ingénieuse et en tout cas tout à fait représentative de ce qu'il veut. La turbine a cette spécificité d'être introduite à l'intérieur de la conduite forcée où passe l'eau, en étant immédiatement corrélé ce qu'on appelle un groupe bulbe, en étant immédiatement associé à le générateur, le moteur qui est, lui, dans un carter baigné d'huile, qui est lui-même irrigué en permanence par le flux d'eau. Et donc, où en étais-je? Oui, donc cette invention, pourquoi elle paraît assez géniale aux yeux de Simondon, c'est que vous voyez bien que la difficulté est que si vous faites une turbine qui est asservie à un courant d'eau que vous n'avez pas asservi, ça va pas dépendre de votre volonté. Et donc, si vous en plus vous réduisez la taille du générateur électrique, lui, la section va être très courte et donc très sensible à l'échauffement. Et donc, le pari de Guimbal, c'est de réussir à dimensionner les choses de façon où, en fait, que l'eau a une double fonction. Elle est à la fois ce qui détermine l'apport, voilà, la cadence à laquelle travaille et donc l'échauffement, mais c'est aussi ce qui dissipe son effet. Et ça paraît le symbole de cette double adaptation dynamique à l'environnement que cherche Simondon. On voit bien la mise en œuvre de l'idée. Il n'en demeure pas moins que c'est une prise en compte, on va dire, de l'environnement et de ses contraintes et de ses ressources qui demeure sur une prise en compte, on va dire, de la réalité physique. D'accord? Et Simondon donne dans une note, il dit « Ces turbines sont du même type que celles qui équipent les groupes bulbes des nouvelles usines marémotrices françaises. » Alors, ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que Simondon fait de la technologie fiction. Non pas que ça soit un exemple fictif, mais qu'il était dans l'anticipation. Donc, c'est devenu fictif parce que il a travaillé en fait sur le brevet de Guimbal avant même que celui-ci soit mis en œuvre. Et il y a d'autres exemples dans du mode d'existence de biotechnique où on voit que Simondon n'est pas simplement, on va dire, sur une technologie up-to-date, mais sur l'anticipation de ce qui va se faire dans la technologie. Et de fait, en fait, vous savez qu'il n'y a pas eu plusieurs usines marémotrices françaises, il n'y en a qu'une. C'est l'usine marémotrice de la Rance, d'accord? Et quand j'animais l'atelier Simondon,
j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelait Paul Nagel, qui a fait un travail sur cette usine. Et il s'insurgeait contre la désinformation que faisait Simondon parce que ce n'est pas la turbine Guimbal qui a été implantée. En fait, ce n'est pas ce système qui existe dans l'usine marémotrice de la Rance. Il y a une séparation des différents systèmes et il y a un asservissement extérieur qui est mis en œuvre. Donc, en fait, ça n'a pas existé sous cette forme. Et puis, mais il n'avait pas non plus très bien lu Simondon, parce que s'il avait lu cette phrase et vu qu'il avait parlé au futur, il aurait compris que Simondon ne pouvait rien en savoir puisqu'il a écrit avant la réalisation. D'accord ? Mon point n'est pas tellement cette question, mais c'était pour préciser la chronologie. Quand on a étudié les résultats, non pas de la turbine Guimbal, mais de l'usine marémotrice de la Rance, ça a été intégré à un estuaire. Et les conséquences écologiques qui ont été constatées 5 à 10 ans après, elles sont catastrophiques pour l'environnement local qui préexistait. C'est-à-dire, il y a eu deux phénomènes. Ça provoque une désalinisation, puisque l'eau de la marée ne remonte plus dans l'estuaire, et un envasement, puisque l'eau est libérée uniquement à certains intervalles. Et donc, la faune et la flore qui existaient là ont été anéanties en quelques mois. Et cela dit, quand on a refait des études 10 ans après sur ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on constate? C'est que certes, l'écosystème de départ n'existe plus, mais il y a bien un écosystème qui existe, qui s'est remis en place. Il est même assez inattendu. Il y a une espèce qu'on dit opportunistes qui sont les moules et qui se sont développés en amont du barrage de l'usine parce qu'elles préfèrent en fait quand il y a moins de courant et donc elles ont pu subsister à cet endroit-là dans une eau moins saline mais qui leur convenait. Et puis il y a des espèces prédatrices des moules particulièrement intelligentes, les poulpes et les dauphins, qui sont capables, quand les vannes s'ouvrent, de remonter le courant et d'aller manger les moules, puis de ressortir quand les vannes se rouvrent et de repartir. Et donc, il y a un écosystème partiellement artificialisé, mais où demeure une capacité du vivant à investir la place qui lui est laissée. Je ne prétends évidemment pas que ce soit équivalent. Il y a des indices de diversité pour mesurer dans les écosystèmes qui peuvent être spécialement subtils et qui pourraient, je le suppose, mettre en évidence qu'il y a une dégradation du milieu. Mais mon point va être de souligner que l'analyse globale de Simondon sur cette question des dynamiques mérite d'être vue maintenant par rapport à quelque chose qui traverse toute son œuvre et qui est la question des échelles. Alors, je pourrais prendre quelques exemples aussi du mode d'existence des objets techniques, mais je préfère vous montrer donc, du mode des existences des objets techniques, mais aussi, du coup, vous faire visiter un peu l'ensemble de l'œuvre. Simondon obtient un poste en psychologie en 55 et il remonte à Paris à la Sorbonne, je crois, en 65. Et pendant ces années, il fait des choses qui sont en rapport avec la technologie, notamment le cours psychosociologie de la technicité, mais le gros de son travail est amené à se porter sur une refonte et une refondation de la psychologie à travers de grandes notions qui sont reprises, l'imagination par exemple. Et en 68 arrive une double déstabilisation, une déstabilisation négative et une déstabilisation positive. La déstabilisation négative, c'est que Simondon, qui faisait salle comble pour ses étudiants de philosophie qui étaient obligés de suivre de la psychologie, mais qui du coup, y voyaient un intérêt particulier à la suivre avec Simondon, qui leur apportait un matériau philosophiquement pertinent aussi, non plus l'obligation du tout de suivre un autre cursus, donc il va perdre
tous les gens qui venaient le voir depuis l'école normale supérieure et autres. Et puis, un apport d'information, cette fois-ci positif, qui est que Jean Lemoyne, qui est un technologue québécois et aussi un homme politique québécois, se rend en France pour l'interviewer. Et il l'interviewe, ça s'appelle Entretien sur la mécanologie, c'est publié dans Sur la technique, qui est le 3e recueil. Je ne l'ai pas là, mais c'est dans la même collection au PUF que là, ce recueil-là sur la philosophie. Moi, je l'ai laissé au bureau. Donc, avec ces 3 livres-là, vous avez l'intégralité, quasi-intégralité des écrits de Simondon en technologie. Et il lui apprend incidemment l'existence de l'œuvre de Jacques Lafitte, qui est quelqu'un qui avait déjà parlé de mécanologie dans les années 30 et qui, d'ailleurs, dans les années 50, est encore actif, et même dans les années 60, notamment dans le cercle d'études sur la cybernétique. Et Jacques Lafitte, dans son livre de 32, qui s'appelle La science des machines, apportait des jeux de concepts qui vont enrichir Simondon et que lui-même va réélaborer et qui nous donne un moyen de formuler les performances des machines dans leur relation aux différentes échelles, notamment du milieu dans lequel elles sont insérées. Lafitte parlait de machines passives, actives et réflexes, les machines passives étant les machines qui ne bougent pas, pour le faire simple, et donc les bâtiments architecturaux ou même la chaise sur laquelle vous êtes assis est en ce sens une machine. Elle a bien un principe de fonctionnement qui est de supporter un certain poids, sinon vous vous retrouveriez les 4 fers en l'air. Les machines actives sont ce que nous appelons plus spontanément des machines. Notamment, il y a les moteurs dans ce cadre-là, elles ont des effecteurs. Et puis, il y a les machines qu'il appelle réflexes et qui sont l'anticipation des machines qui retiendront aussi l'attention de Norbert Wiener, c'est-à-dire dotées d'un feedback, d'une rétroaction. C'est pour ça qu'elles sont réflexes, parce qu'elles ont un système de régulation. Simondon élargit cette dernière classe avec la prise en compte en fait de toutes les machines dont le principe n'est plus ni la stabilité et la durée de la matière, ni la transmission et la conversion d'énergie, mais la transmission et le traitement de l'information. Et donc, il y a des machines à information. Et qui plus est, faisant fond sur des choses qui avaient été mentionnées, mais sans être thématisées par Lafitte, il distingue ensuite 3 degrés dans ces machines passives, actives et informationnelles. Il distingue un degré élémentaire qui est celui d'une cohérence au niveau de la structure même de l'objet. Une machine passive doit être solide, c'est-à-dire bien emmanchée, ne pas se défaire quand on la saisit. Une machine active, comme la machine simple, doit avoir limité les frottements pour ne pas dissiper son énergie. Une machine informationnelle doit garantir la fiabilité du signal, ce serait du Shannon, c'est-à-dire la fidélité et voire la vitesse de transmission du signal. Mais il y a un degré ensuite qu'il appelle moyen, qui est le rapport de la microstructure à la structure. Et dans ce rapport de la microstructure à la structure, il y a bien évidemment les matériaux pour les machines passives, mais il y a aussi, on va dire, la capacité de convertir l'énergie chimique ou une autre forme d'énergie sous une forme de chaleur, puis ensuite éventuellement de signal électrique. Et puis, il y a, pour les machines informationnelles, les caractéristiques des détecteurs comme la sensibilité ou la résolution qui permettent de prendre de l'information à des échelles plus basses et de les récupérer. Et enfin, il y a ce 3e niveau qui est la relation de performance par rapport aux autres échelles, aux échelles plus grandes. Et donc, ça sera la stabilité d'un bâtiment face au tremblement de terre, ce sera la capacité de travail d'un lanceur pour emmener une charge utile à telle distance, à tel endroit, avec telle précision, mais ce sera aussi la capacité à gérer
l'information qui nous vient des plus grandes échelles ou à extraire pour nous de l'information de l'environnement de façon signifiante. Donc, il y aurait à la fois, et les exemples qu'ils donnent sont d'ailleurs vont dans les deux sens. Il y a un exemple qui donne de machine à traduire. Un jour, François, j'aimerais qu'on discute ensemble des flatulences numériques de ChatGPT. Donc, il y a l'exemple du traducteur automatique qui, à l'époque, bon, vous vous en doutez bien, en fait, c'est la vieille IA, hein, c'est l'IA de premier paradigme, le TAL de premier paradigme. Donc, c'est des classes de mots qui sont renvoyées, codées, qui correspondent à des classes de mots dans un autre langage et qui sont recomposées en espérant qu'en apprenant suffisamment de règles de grammaire, l'ordinateur se débrouillera pour simuler le fonctionnement de la langue. Ça ne marchait pas. Mais dans l'idée quand on prend les concepts de Simondon, rien ne nous empêche de les réadapter. L'idée d'aller chercher des masses et des masses de données, de les analyser là avec la technologie des transformers qui trouvent des appariements entre des choses qui sont même pas des SEM pour nous et qui peuvent être à différentes échelles pour ensuite générer des textes qui ont l'air signifiants, alors qu'ils ont bien une information et une signification syntaxique, mais ils n'en ont aucune sémantique, aucune pragmatique, et après d'essayer de le vendre aux gens en leur faisant croire que c'est de la connaissance, ou déjà que c'est un individu qui leur parle, des choses comme ça, ça pouvait être une caractérisation. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser le plus, même si on aurait peut-être une discussion de fond à avoir sur qu'est-ce que Simondon dirait de ChatGPT. Mais ce qui est plus intéressant, c'est aussi prendre de l'information. Il donne l'exemple de dispositifs de panneaux solaires dans les îles et qui sont capables, parce qu'il y a le bulletin météo qui annonce une tempête, de se replier automatiquement. Et à ce moment, dit-il, la catastrophe n'est plus un événement, elle est une donnée à prendre en compte. Et si j'extrapole, c'est parce que changer d'échelle, c'est aussi changer d'échelle dans le temps. C'est-à-dire la catastrophe du fonctionnement du système technique par production de carbone dans l'atmosphère, elle est aussi connue. Elle est anticipée et elle a une autre échelle de temps. Ce qui, du coup, amène à une considération qui est la nécessité de ce que j'appelle un nom barbare. Si vous avez parcouru mes articles, vous avez vu que le titre est horrible, mais je pense que le discours est assez cohérent et simple d'approche, c'est la rétroscalabilité, c'est-à-dire la prise en compte de l'information aux grandes échelles pour normer un fonctionnement aux échelles qui sont celles du milieu associé, local, des machines. Et donc, bon, pour finir, dans ces derniers textes, on va finir la carrière de Simondon. Après, de 68 à 76, il y a une période faste, c'est celle dont j'ai extrait là pas mal d'éléments, qui sont repris dans l'invention dans les techniques, et où il écrit beaucoup. Et puis, il va y avoir un accident de santé à partir de 76, et son rythme de travail va beaucoup décroître, il sera isolé, il prend sa retraite en 1983, ce qui coïncide aussi avec son dernier texte. Et son dernier texte, 3 perspectives sur l'éthique des techniques, est un texte qui est entièrement surdéterminé par la prise en compte de la problématique écologique, avec 3 perspectives qui nous sont données. Une perspective au présent qui est qu'il faut diminuer ce qu'on appelle de nos jours les externalités, mais c'est un terme qui cache pudiquement le fait que c'est l'effet du système technique, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les aspects destructifs du système technique, que ce soit parce qu'il y a des technologies de destruction, les armes, ou parce qu'il y a de la pollution. Et c'est la tâche au présent qu'il donne en 1983. La tâche vis-à-vis du futur, c'est une tâche qui consiste à calibrer notre développement, et notre développement doit peut-être aller même vers la décroissance, car dès 1955, il dissociait la notion de progrès de la notion de croissance et faisait remarquer que nous avons une difficulté, c'est que nous avons toujours pensé le progrès comme une réorganisation, un peu comme la concrétisation, mais une réorganisation en phase de croissance, avec des unités sociales et techniques plus synergiques, alors que maintenant, il faudrait être capable de penser aussi comment on peut avoir du progrès, mais qui suppose des mises en réserve, des amendements, tout ça, dans des phases de stabilisation, voire de décroissance. Et que ça, en fait, nous n'en avons pas le cadre historique pour nous en inspirer. Et donc, il y a cette idée que par rapport aux limites
énergétique et climatique du monde, c'est la tâche du futur, de la perspective vers le futur. Et puis, et par rapport à ça, il adresse des félicitations à la conscience écologique comme conscience cosmique et futuriste. Et en même temps, il a des mots qui ne peuvent que plaire à quelqu'un qui travaille pour le CEA. C'est-à-dire, il dit, il faudrait aussi sortir d'une relation mythique par rapport à l'énergie nucléaire qui doit être considérée comme toutes les technologies dans ses capacités d'évolution et non pas d'une façon purement, on va dire, mythologique. Et la dernière perspective, c'est une perspective par rapport au passé. Simondon est tout à fait contre l'innovation au sens de création d'obsolescence culturelle. Mais là, en plus, il nous fait remarquer que nous avons besoin pas de respecter uniquement par la patrimonialisation ou la muséification des objets techniques qui sont de l'intelligence et des gestes humains cristallisés. Non, nous avons besoin de comprendre que face à l'appel de l'avenir, les solutions et donc la double adaptation, ce n'est plus de penser que le progrès est une direction unilatérale, c'est qu'il y a des solutions aussi dans le passé. Donc, le progrès se trouve par aussi le recyclage de schèmes techniques qui ont peut-être été oubliés ou qui sont enfouis localement, mais qui méritent, selon les endroits, d'être remis à jour dans la mesure où il y a maintenant une nécessité de privilégier, on va dire, les fonctionnements les moins puissants et de garder la concentration de puissance industrielle et la concentration des nuisances pour rendre le plus grand service à tous, mais probablement d'une façon beaucoup plus limitée. Voilà la fin de la pensée de Simondon. Et j'espère vous avoir montré que même si elle s'est enrichie, elle n'est pas prise dans une contradiction et même qu'elle est assez puissante pour penser les enjeux écotechnologiques de notre temps. Et je vous remercie. J'ai fait 1 minute de trop.